Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Donc, nous sommes là pour la deuxième partie du webinaire sur le tourisme durable. Je vous rappelle que ce matin, nous avons eu déjà une première session. Le professeur Losato nous a déjà présenté 2 modules. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, on continue avec la deuxième partie de la formation sur le tourisme durable qui est développée dans le cadre du projet APEVER, Apprendre pour produire vert. Merci beaucoup. Merci Sarah. On va prendre la suite, effectivement, qui va être beaucoup plus précise, en tout cas plus approfondie. Alors, faire un petit rappel, d'abord, ça va servir un peu de transition avec tout ce qu'on a dit ce matin. Il faut rappeler d'abord comment se répartissent les principales pratiques de loisirs. Les loisirs, finalement, on les fait même à la maison d'ailleurs, mais quand il s'agit du tourisme, elles sont délocalisées. Alors d'abord, on peut remarquer qu'il y a des pratiques qui sont dominantes. La pratique la plus dominante, on imagine, c'est tout ce qui touche la mer, le balnéaire, le maritime. On estime aujourd'hui que 500 millions, au moins, voire plus, de touristes passent un séjour sur des littoraux dans le monde. Ce qui fait que ça reste quand même la pratique dominante. Enfin, la pratique dominante, derrière, je vous rappelle, on dit balnéaire, c'est un petit peu gênant, parce que ça, c'est l'Organisation mondiale du tourisme qui a fait ces classifications. Aujourd'hui, le balnéaire, c'est pas seulement le balnéaire, c'est du surf, par exemple, en Australie, c'est du nautisme, c'est du yachting, enfin, il y a tellement de choses, tellement de pratiques. Avec une commission européenne dans laquelle j'étais, on a pu identifier que les pratiques de loisirs dans le monde touristique, il y en avait au moins 150, si on prend tout. Alors, vous imaginez 150 pratiques de loisirs, ce que ça représente. Donc, là, le balnéaire reste maritime, on va dire, reste fondamentalement plus important. Et puis, derrière le balnéaire, on va apparaître donc les parcs d'attractions, les musées, les affaires, les congrès. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que là, on ne parle pas de destination. On ne parle que des pratiques de loisirs. C'est bien d'accord. Et selon la méthode de l'Organisation mondiale du tourisme, qui a dit, voilà, moi, je place ça comme ça. Et on voit bien que les musées, vous vous rendez compte, enfin, musées, tout ce qui est culturel, c'est énorme. C'est plus de 200 millions de personnes qui visitent des musées avec un petit problème, de nouveau, que j'avais évoqué. En entrée d'un musée, comment on sait s'il s'agit de touristes ou de visiteurs? On a déjà un problème. Et c'est vrai d'ailleurs pour les parcs d'attraction, qui apparaissent aussi ici, très importants, puisqu'ils arrivent à drainer les parcs d'attraction, comme les parcs Disney, bien entendu. Plus de 250 millions de clients presque. Dedans, il y a évidemment des touristes. Ça fait donc quand même beaucoup de monde. Et il s'agit de pratiques de loisirs internationales, je précise bien, de nouveau, puisque effectivement, on ne tient pas toujours compte de la différence entre l'international et le national. Tous les problèmes que j'évoquais en ce qui concerne donc la classification. Mais sur le plan des impacts, c'est important. Alors, ces impacts, ils sont durables, enfin, ils peuvent être durables sur le plan naturel, sur le plan des paysages et du territoire. Et là, on peut se poser une autre question. Est-ce qu'on peut examiner les impacts économiques et sociaux du tourisme? Et là aussi, la question se pose. Est-ce que c'est une économie durable? Est-ce que c'est socialement acceptable? Question de fond. Alors, tout ça, finalement, on va quelque part, il faut les transports. Je vous rappelle qu'on avait évoqué ça un petit peu ce matin. À la différence que ici, je regarde un petit peu de près quelle est la classification de ces transports, toujours d'après l'OMT. En voyant que, c'est assez surprenant, que l'avion tend à être dominant maintenant, sur le plan international. Je répète, il s'agit du tourisme international. L'avion est dominant, ce qui n'était pas vrai du tout il y a 15 ans. Changement considérable. Et vous avez dit ce matin que là, à l'instant T, au-dessus de nos têtes, si vous vous rappelez, il y a 16 000 avions qui tournent au-dessus. Et que ces 16 000 avions, c'est autant de carburant et on ne sait pas exactement combien de touristes dedans. Mais bon, là, on nous dit que sur l'ensemble de tous les touristes internationaux, plus de la moitié prennent l'avion. Ça veut dire que ça confirme tout à fait la planétarisation, la mondialisation du tourisme. Deuxième, la route. Oui, la route. La route reste quand même un élément fort. Alors, ça dépend où. Si on prend l'Europe, la route est dominante. Et le rail, lui, a une part plus modeste, 8%, vous voyez.
Et alors, tout ce qui est par eau, alors entendons-nous bien, hein, par eau, il s'agit de tout ce qui est fluvial. Il ne s'agit pas strictement que des croisières maritimes, hein, mais c'est tout ce qui est de transport, par exemple, par les navettes entre la Sardaigne et la péninsule, entre la Corse et le continent. Voilà. Donc, tout ce qui veut dire que les transports sont évidemment indispensables. On ne peut pas faire autrement. Hein. Et je rappelle ceci, c'est que plus on est près, c'est-à-dire plus on a, disons, moins de 1000 km à franchir pour aller à sa destination, si on est en Europe, il est évident que la route et le rail prennent le dessus sur l'avion. Dès qu'on a 1000 km et au-delà, ou alors s'il s'agit de passer d'un continent à l'île, ben là, soit l'avion, soit un navire. Donc, nous pouvons voir que ce schéma, si je l'avais fait, peut-être pu le faire, si je l'avais fait il y a 20 ans, ce n'était pas ça du tout. On avait une route hyper dominante, le rail se stabilisait, hein, et l'avion, évidemment, jouait un rôle beaucoup moins important. Alors, tous ces transports, ça a de l'impact. Ça a de nombreux impacts. D'abord, ça a des impacts sur le plan strictement des carburants. Alors, les carburants, évidemment. Et je vous rappelle que j'avais précisé que un jour, des écologistes suédois, j'avais dit, vous voulez aller en Amazonie, et je leur avais dit, d'accord, on prend 300 écolos, là c'est les écolos, on les amène en Amazonie, puis après il faut qu'ils reviennent à l'avion, et seulement le carburant pour les amener et les faire rentrer à la maison, je vous rappelle, c'est autant d'essence que j'aurais utilisé moi dans toute ma vie d'automobiliste. Donc, ce qui veut dire que les impacts sont forts des transports. Au fait, pas de transport, pas de tourisme, c'est terminé. Hein. Là, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Et on voit bien que ce qui a propulsé le tourisme à l'échelle mondiale, c'est la révolution des transports. C'est le fait qu'on a pu aller de plus en plus vite avec de moins en moins de temps, finalement. Voilà pourquoi tous ces transports ont été très importants. Hein. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant que ça fait des emplois, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de retombées économiques, effectivement. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais qu'on fixe un peu d'abord la retombée de ce tourisme en général sur l'ensemble du monde, sur l'économie mondiale. Bon, j'ai rassemblé ici les dernières données qu'on pouvait avoir en 2018. Vous voyez, et vous voyez, par exemple, que ça fait quand même beaucoup de monde. Nous avons, en gros, en 2019, on nous dit les arrivées de touristes. Alors, les arrivées de touristes, on est autour de 1 milliard, pardon, 250 millions. Je dois dire que les statistiques sur le tourisme sont toujours un petit peu fantaisistes. Je l'ai déjà souligné. Parce que certaines sources nous disent 1,350 million. On parle d'arrivée, d'autres se basent sur le séjour, est-ce qu'on passe une nuit ou pas, et laissent des excursions de côté. Enfin, vous voyez, toutes les difficultés que je soulève. Enfin, c'est pas très grave dans la mesure où on peut continuer à affirmer que le tourisme est passé d'une croissance simple, arithmétique, à une croissance, j'ai dit, exponentielle. C'est-à-dire que chaque année, on est passé d'une moyenne qui était, par exemple, une croissance de 1% jusqu'aux années fin 90, après on est en 2% par an, 3% par an, 4% par an, et aujourd'hui on est surpris parce que malgré les problèmes de sécurité qu'on a connus en Égypte, qu'on a pu connaître ailleurs, hein, bien malgré les problèmes de sécurité, dès le moment où un minimum de sécurité est affiché, hop, ça repart aussi sec. Et on voit très bien avec la Tunisie actuellement. Alors sur ce tableau, vous voyez que en termes d'emploi, ça représente beaucoup pour la France. J'ai mis la France seulement. Hein, okay. Pour la France, on me dit, ça représente 8,9% du produit intérieur brut. C'est considérable. 173 milliards en gros, de recettes touristiques, en tout cas de dépenses touristiques. Et puis, 90 millions de visiteurs étrangers, 1,2 million emplois directs, et on nous dit, si on ajoute tous les emplois directs, le bar tabac du coin, je sais pas, l'alimentation du coin, on arriverait à 1,8 million, 2 millions. Il n'y a aucune activité dans le monde qui produit autant d'emplois. Si je faisais la comparaison avec le nombre d'agriculteurs, si je fais la comparaison même avec le nombre de gens qui travaillent pour l'industrie automobile, on est compte que l'industrie automobile aujourd'hui
pour produire, hein, où que ce soit, 1 million de véhicules, ben, il faut quoi? 15 000, 10 000 employés, 15 000 employés, c'est fou. Il en fallait 7 ou 8 fois plus avant. On a des robots aujourd'hui qui travaillent à leur place. Ce qu'il y a de bien dans le tourisme, et là voilà une grande différence, les robots, ça ne marche pas trop. Ça peut marcher à l'hôtel, ça peut marcher pour des services, mais voilà, le touriste, il a besoin d'aller sur place. Hein, et il a besoin de la neige pour skier, je rappelle. Donc, la chance qu'on a avec le tourisme, c'est qu'on est parti du rêve. Vous vous rappelez, ce matin, on parle du rêve, et ce rêve, tant qu'il ne s'est pas transformé en pratique, il n'existe pas. Et c'est comme la gastronomie, hein, ou l'alimentation. C'est bien beau, si on ne faisait que déjeuner avec du virtuel, on serait mort au bout d'un mois puisqu'il n'y aurait plus rien à manger. Donc le tourisme, c'est cela qui est extraordinaire. On part d'un rêve, comme on l'a vu, d'une pratique qu'on voudrait exercer, et finalement, ça devient une réalité extrêmement concrète. Et cette réalité concrète, c'est que pour l'hôtellerie, quand on a par exemple une chambre d'hôtel, et qu'on a des clients, ou l'hôtel tout simplement, il faut savoir que dès qu'on a 4 clients en moyenne par an, hein, dans une chambre, par exemple, ça crée un emploi. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui ont des retombées aussi fortes. Alors ça, de ce côté-là, certes, ça fait beaucoup de monde, mais ça fait aussi des emplois. Et puis, à l'échelle mondiale, et ce que j'ai mis d'ailleurs, si vous regardez bien, en haut à droite, le tourisme représenterait 7% des exportations internationales. C'est fabuleux. C'est-à-dire que 7%, on se rapproche de plus en plus de certains secteurs industriels. Donc c'est considérable. Et on voit bien que le poids des tourismes économiques, social, est extrêmement fort, quoi. Et on nous dit même que si on fait une projection tout à fait en bas, à droite en rouge, si on fait une projection en 2030, on devrait avoir 1,8 milliard de touristes, dans la mesure où on verrait arriver de plus en plus de Chinois, on verrait arriver de plus en plus donc, de gens du sud-est asiatique, et donc la planétarisation ferait que, d'ailleurs, une des nouveautés, je dirais, pour la France en particulier, mais pour l'Europe aussi, hein, c'est le fait que maintenant, on commencera à arriver la classe moyenne supérieure du Brésil. Ça y est, ils apparaissent, les Brésiliens, ils arrivent, ils viennent à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est un bon indicateur, hein, parce que si on fait des sondages au pied de la Tour Eiffel, on s'aperçoit que là, on a vraiment le flash direct de ce qui se passe dans le tourisme, puisqu'on va trouver des nationalités qu'on ne voyait pas il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, voyez-vous, le poids mondial du tourisme est important. Donc, deux questions que moi je pose, si je veux dire, je signale. C'est, est-ce que, comme je le disais dans le titre au départ, est-ce qu'on va continuer comme ça, c'est-à-dire toujours plus de touristes, question. Est-ce qu'on aura toujours autant d'emplois qui vont se multiplier? Est-ce que au niveau du PIB de certains pays, du national ou international, ça va devenir très fort? Si je prends par exemple des pays comme des pays, tout petits pays, hein, comme les Maldives, les Seychelles, l'île Maurice, alors c'est vrai que là, il n'y a pas d'industrie importante, il n'y a pas de grande agriculture, et ces petits pays ont joué à fond la carte touristique. On voit bien que si on enlève le tourisme à l'île Maurice, si on enlève le tourisme aux Maldives, il ne restera plus grand-chose. Et cependant, il n'en faut pas beaucoup, puisque aux Maldives, je signale qu'il y a guère plus que 400 000 touristes par an. Les Maldives ont une image très forte, mais la réalité, c'est quoi? C'est que les Maldives, c'est pas très grand. On ne peut pas mettre des dizaines de millions. On a des cas un petit peu inverses. Si je prends les Baléares, alors les Baléares, c'est vrai que le tourisme est un élément clé. Il n'y a pas que le tourisme, hein, contrairement à ce qu'on croit. Il y a aussi l'agriculture. Et aux Baléares, imaginez les Baléares, ensemble, toutes les îles, ça ne fait même pas la moitié de la Corse. Bon. Eh bien, aux Baléares, on est arrivé au top, quoi. On est arrivé à 18, 20 millions de touristes étrangers. C'est infernal, quoi, si on peut dire. Alors, voyez-vous, il y a une limite. Alors, la limite, est-ce qu'elle est économique? Cette question, elle est d'abord, je pense, cette limite écosystémique, naturelle, territoriale. Voici donc posé un certain nombre de choses sur le plan, je dirais, économique et social. Et je voudrais un petit peu montrer de nouveau le hit parade.
Hein, on l'a fait ce matin, vous vous souvenez, pour les arrivées de tourisme dans le monde, de touristes dans le monde par pays. Maintenant, quel est le hit parade commercial des pays touristiques? J'ai retenu quelques pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont significatifs. Vous voyez. Alors, on fait une comparaison. 1980 et pratiquement aujourd'hui, parce que je n'ai pas on n'a pas les dernières stats, hein, on va s'arrêter en 17. Et on voit d'ailleurs que à la fin de ce tableau, en haut, on remarquerait qu'il y a une comparaison 2015-2017. Alors, c'est les recettes à la fois dans l'absolu, si on peut dire, et puis c'est les recettes dans le système, je dirais, pourcentage. Mais ici, attention, il ne s'agit pas des recettes totales. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que pour la France, les recettes du tourisme, c'est 173 milliards d'euros par an, et que le tourisme international, sur ces 173, il représente en 2015, vous voyez, 83 milliards. Bon. Ce qui veut dire que c'est quand même beaucoup pour un pays comme la France. Hein. 83 milliards, ça veut dire que c'est la moitié, quoi, quasiment la moitié des recettes touristiques françaises. Et alors qu'on était passé, en 1980, la France était seulement 30 milliards. Donc on a fait un bond considérable. Derrière, on a les États-Unis. Alors les États-Unis, c'est 23 milliards en 80, mais alors ça y est, ils arrivent aux États-Unis. 2015, 77 milliards. Oh, ça monte, ça monte. Et d'ailleurs, regardez bien, comparer États-Unis-France entre 2015 et 2017. Vous voyez que la France, ça y est, elle commence à souffler, là, hein, ça ne monte plus. Même, on commence même à reculer. On commence même un peu à reculer en 2017. Bon, en pourcentage. Les Américains, c'est l'inverse. Ils sont en train de gagner du terrain très fort. Alors pourquoi? Ils sont partis après nous. C'est normal. Donc leur croissance est plus forte. Ils sont partis après nous. Ce n'est pas seulement des problèmes de terrorisme en France. Mais vous voyez déjà que, je disais tout à l'heure, jusqu'où on va, quoi. Un problème, est-ce que la France est arrivée à son top, hein? Malgré tous les discours que nous entendons officiels qui s'appuient sur des statistiques qui sont très discutables. Et puis derrière, on va apparaître l'Espagne. En l'Espagne, elle aussi, elle continue à grimper. Elle est en train de passer de 23 milliards en 80 à 68 milliards en 2015. Elle continue à grimper. Et c'est vrai que les Espagnols, là, ces 3-4 dernières années, ils essayent de relancer au maximum le tourisme. Et puis, l'intrus, c'est la Chine. L'intrus, c'est la Chine. La voici la Chine. Alors, on est compte, en 1980, elle était la Chine. Elle était avec 18 milliards. Maintenant, elle est à 57 milliards. Et puis alors, c'est des taux de croissance top. Hein. Chaque année, elle est entre 7 et 8% de plus par an. C'est normal, elle est partie très très loin. Et je signale, entre autres, que il y a eu 2 mesures très importantes pour expliquer cette arrivée de la Chine, qui dormait finalement. Eh bien, c'est que le gouvernement chinois a décidé dès 2005 qu'il fallait donc une loi pour les congés payés, comme nous en 1936. Hein. Et cette loi dit que désormais, les Chinois ont droit à 3 semaines de congés annuels. Ah, oui, alors ça change beaucoup de choses. Et évidemment, on dirait qu'il y a pour l'instant 80 millions de Chinois riches qui partent à l'étranger sur 1,350 milliard. Mais ça y est, ça a démarré. Hein, ça a démarré. Et il y a des chances que la croissance moyenne du pouvoir d'achat de chaque Chinois va les amener très fortement sur le terrain, à tel point qu'à la différence des États-Unis, les Chinois jouent la carte du tourisme. Alors que les États-Unis, ils ont perdu le marché à un moment donné. D'ailleurs, si vous regardez bien, si vous cherchez sur Internet dans les médias, il n'y a pratiquement pas de tour opérateur américain. C'est extraordinaire. Les tours opérateurs sont essentiellement asiatiques, français ou ailleurs. Donc, tandis que les Chinois, ils ont racheté le club Méditerranée déjà, les Chinois. Oui, ils sont là, hein, les Chinois. Ils ont même leur propre société aérienne. Et puis, on voit quand même des pays traditionnellement touristiques. L'Italie. L'Italie, elle était donc finalement en 80, 22 milliards. Et elle a refait un bond ces dernières années. Elle a redémarré, puisqu'elle a 51 milliards quand même. Donc, elle a redémarré. Et surtout, regardez, l'Italie, ce qui se passe, c'est qu'elle est, elle aussi, en croissance. Alors, je dis ça parce qu'elle a connu une sorte de creux. Elle a connu un creux, l'Italie, les années début 2000, jusque vers 2005. Et puis tout d'un coup, là, ça y est, ça repart. Hein, elle a laissé des places, ça repart quand même. Elle est de nouveau dans les 7 ou 6 premiers, et donc la revoilà.
On dit cela parce que si on compare avec la France, en 80, l'Italie nous taillait des coupières. L'Italie était bien devant la France en 1980. Mais en fait, même si on nous dit qu'en 1980, elle aurait été première, la France, c'est un tableau que j'ai mis en place parce que c'est sur l'AMT et puis surtout les Français. Non, la France en 80, elle n'était pas du tout la première. Alors donc, on a des pays pourtant plus petits, comme l'Autriche. L'Autriche, elle est là quand même, hein, vous voyez, 27 milliards aujourd'hui, et puis tout ça en croissance. Les Pays-Bas arrivent à leur tour, en croissance. Alors, ne parlons pas de la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un succès récent. Il y a un engouement pour Phuket, il y a un engouement pour Bangkok, à tel point, comme on l'a peut-être dit, ou je le redis en tout cas, quand on fait le classement des grandes villes touristiques dans le monde, les 20 premières, Bangkok est dans les premières. Quand même, c'est nouveau. Si on avait fait des comparaisons avant, ça ne marchait pas. En tout cas, ce qu'il faut dire globalement sur tous ces tableaux, c'est que pour qui ça va être durable? D'abord pour ceux qui partent en retard, comme les États-Unis qui ont une grande marge, bien entendu. Hein. Est-ce que pour d'autres, comme la France, pour l'Italie, est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce que l'Autriche, parce que l'Autriche, il faut quand même rappeler que l'Autriche est beaucoup plus petite que la France et l'Italie, mais là aussi, ils sont en croissance, d'accord, mais jusqu'où? Vous voyez, il y a tous ces problèmes qui se posent, hein, en fonction évidemment de la taille des pays, et en tout cas, le commerce est très important. Mais est-ce que ça suffit pour dire que bon, mais tout ça, c'est bien dans le meilleur des mondes? C'est pas si sûr. Je répète, là aussi, comme on l'a vu dans la session précédente, ce qui est remarquable finalement, c'est qu'il y a toujours un fil rouge. Et ce fil rouge, je le ressors, c'est la concentration géographique. Concentration géographique, effectivement, vous voyez, des recettes, concentration géographique des fréquentations, concentration géographique en fonction de la proximité et de la géographie. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans la planète d'aujourd'hui, et tous les problèmes que nous connaissons dans l'environnement et autres, je dirais, de nouveau, c'est le géographe qui est en première ligne. Quoi. Oui, hein. Car les problèmes qui est un peu second jusqu'il y a 50 ans, 70 ans, aujourd'hui, ces problèmes sont planétaires. Et le tourisme, c'est un sacré laboratoire, puisqu'il participe à tout. Quoi. Il participe aux concentrations géographiques, il participe aussi aux impacts économiques, il participe aussi, bien entendu, aux impacts sur la nature, sur les paysages. Alors, comme nous sommes sur la Côte d'Azur, je me suis dit quand même, ne pas parler de la Côte d'Azur, c'est un peu embêtant. Et j'ai fait un petit montage là, que j'ai emprunté d'ailleurs aussi au champ de la Côte d'Azur, puisque je regardais un petit peu des publications du CRT, des publications régionales, et voilà ce que ça donne si on prend le CRT Riviera Côte d'Azur, qui lui s'occupe que de la Côte d'Azur. Eh bien, vous voyez un petit peu la Côte d'Azur, on nous dit le tourisme, c'est il dit 70 millions de nuitées, c'est-à-dire qu'on a en moyenne 2 nuits sur la Côte d'Azur par touriste, ce qui fait que ça fait beaucoup de monde. Hein. 70 millions de nuitées, si je prends ce que dit le CRT, ça veut dire qu'on a 30 millions de touristes sur la Côte d'Azur, peut-être un peu exagéré. En tout cas, on nous dit tous les jours, il y a 200 000 visiteurs présents en moyenne. Alors déjà, vous voyez, petit problème, parce qu'on nous parle de touristes, ensuite on nous parle de visiteurs. C'est un peu compliqué les stats, hein. Je répète, il faudrait se mettre d'accord. Hein. Mais enfin, n'empêche, ça fait quand même, on les voit quand on est sur place, on les voit. Et on nous dit, sur le week-end du mois d'août, alors là on est au top, 650 000 touristes présents sur le Côte d'Azur. C'est énorme en effet. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est où est-ce qu'ils sont. Parce que s'ils sont 650 000 sur la promenade des Anglais, il n'y a plus de promenade des Anglais. Hein. Il faudrait donc savoir la distribution de ces touristes. Est-ce qu'ils sont en masse dans la zone piétonne de Nice? Est-ce qu'ils sont sur les plages de Saint-Trope? Alors, ce qui est à peu près sûr, c'est que sur ces 650 000, on n'en voit pas tellement dans l'arrière-pays. Si je fixe comme limite Grasse-Vence, par exemple, une limite, je ne sais pas, de 500 mètres d'altitude, on s'aperçoit qu'au-delà, ça tombe net. Et puis surtout, on nous parle de qui là? Est-ce que c'est, je pense, tous les touristes, étrangers et français? Je suppose qu'il y a tout le monde, hein, forcément. Hein. Non, voyez-vous, c'est quand même très important. Et ça génère quoi? Ça génère 8 000 emplois, 80 000 emplois, hein, direct ou indirect. Non, ça fait beaucoup, c'est évident. Et la Côte d'Azur est donc, comment dirais-je, une clé du tourisme français. C'est même la deuxième région, je ne dirais pas des régions, on parle de région, mais non, c'est le deuxième pôle
touristique français derrière l'Île-de-France. Et on nous dit que la saison estivale, évidemment, est prioritaire, ce qui est tout à fait logique, hein. Et nous voyons que les séjours sont plus longs en été, puisque alors qu'on a 2 nuitées en moyenne dans l'année, on a quand même des séjours de 6 nuitées en été. En le mois d'août, normal, c'est les vacances, c'est la grande période de loisirs, tout le monde est sur le tourisme. Et puis, nous voyons qu'on nous dit, alors attention, attention, oh là, 16% des séjours, ce sont des motifs d'affaires qui représentent au moins 130 000 congressistes par avion. Alors oui, entre Cannes, évidemment, il n'y a pas Monaco dedans, je signale, hein, parce que si on ajoute Monaco, c'est beaucoup plus. Donc, entre Cannes et Nice, grosso modo, on accueille la plupart des congressistes et des gens qui font des voyages d'affaires, ce qui pose un autre problème, pas seulement sur la Côte d'Azur. Dans quelle mesure les voyages d'affaires sont touristiques? Voilà. Dans quelle mesure les congrès sont touristiques? On peut poser ces questions. Si vous avez affaire à des étudiants, des jeunes, ils vont dire, mais tout ça veut dire, est-ce que c'est du tourisme? Ma réponse est la suivante. Le tourisme est un phénomène induit, ce n'est pas un phénomène direct. Les gens qui viennent pour des salons, pour des affaires, généralement d'ailleurs, c'est une toute petite minorité qui reste sur place ensuite et qui va pratiquer une excursion. Alors c'est ceux qui sont avec eux. Donc attention, on a souvent lu le tourisme d'affaires, c'est une très mauvaise expression. Ce sont des voyages d'affaires ou des congrès qui peuvent avoir des effets induits sur le tourisme. Si je prends Paris, on sait très bien qu'à Paris, ça a un effet induit très direct sur les bateaux-mouches, parce qu'effectivement, les bateaux-mouches, ils enregistrent pas mal de gens d'affaires, congressistes, qui réservent à l'avance, ce qui permet évidemment d'avoir des retombées directes. Alors tout cela nous amène à dire que la Côte d'Azur, c'est quand même un beau laboratoire. Je rappelle ce que j'avais dit précédemment, que la Côte d'Azur est la plus ancienne des régions touristiques au sens strict du terme, hein, alors que j'avais dit que Brighton, le Touquet, c'était à l'époque des lieux de villégiature. Et la Côte d'Azur, en permanence jusqu'à aujourd'hui, je vous le rappelle, elle a sans cesse renouvelé ses offres touristiques, elle a sans cesse tenté de s'adapter, et j'avais dit que notamment la liaison Chine-aéroport de Nice, c'est extraordinaire, c'est une volonté. Alors pourquoi ça a marché? Vous vous demandez pourquoi ça a marché, c'est incroyable. Quoi. Parce que, écoutez, la Côte d'Azur, hein, on nous dit qu'il y a le soleil, il y a des plages, je veux bien, d'accord, hein, mais il n'y a pas de Tour Eiffel, il n'y a pas le Louvre. Il n'y a même pas les musées origines qu'il y avait à Turin, par exemple. Hein. On n'avait pas non plus l'agriculture française. Mais alors, on dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi, hein? Comment la Côte d'Azur s'en est tirée? J'y reviendrai. C'est là qu'on voit que le tourisme, bon, d'accord, ça marche, c'est feeling, mais sans les zones, sans ceux qui s'en chargent, tout s'arrête. Alors, le transport, pas de transport, pas de tourisme, mais pas de, je dirais, de leader, de manager capable de développer le tourisme, ça s'arrête aussi. Et puis, les offres d'emploi, par exemple. Tenez, je prends un autre exemple, je vais parler de la Côte d'Azur au sens général. Mais si je prends le cas de Saint-Raphaël, hein, Saint-Raphaël, oui, Saint-Raphaël. Eh bien, Saint-Raphaël, moi j'ai repris ça il n'y a pas longtemps, je vois offre d'emploi. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, mon cher, des hôtesses d'accueil événementielles pour assurer des clients VIP à l'aéroport de Nice. Ah bon? Et on nous dit, voilà ce qu'on demande aux gens. Après, on nous dit, il faut qu'ils soient disponibles en semaine, vacances scolaires, localisation, oui. Donc, c'est des emplois, quelquefois, qui ne sont pas permanents. Mais vous voyez les impacts hein, sociaux que ça peut avoir là-dessus. Hein. Donc, l'emploi, c'est très large, l'emploi. Et puis, si on prend Saint-Raphaël, le port touristique, hein, ce port touristique que vous pouvez deviner, là, eh bien, ce port touristique, qui avait été fait de toutes pièces, d'ailleurs, hein, parenthèse, il a généré plusieurs centaines d'emplois. C'est-à-dire que si on regarde, tout à l'heure je disais, des gens dans un hôtel, s'il y en a 4 personnes dans un hôtel toute l'année, tous les soirs, bah, ça fait un emploi. Mais attention, voyez par exemple, vous avez 2 photos là. Hein, vous en avez une qui vous montre le ski avec un moniteur et un jeune. Alors ça, c'est l'arrière-pays de la Côte d'Azur. Là aussi, le tourisme plus restant, parce que le ski sur la Côte d'Azur a toujours existé, mais le grand développement du ski sur la Côte d'Azur, c'est lorsqu'on a aménagé notamment Isola de Ville à la fin des années 70, lorsqu'on a développé Valbert qui existait déjà, Oron,
Donc là aussi, ça crée des emplois nombreux. Alors, il y a des emplois pour la mer, des emplois pour la montagne, et la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est durable? Pas de problème. Est-ce que ça va continuer? Les ports de plaisance hein, sur la Côte d'Azur, il y en a un peu trop, voilà. Et si on regarde le nombre de ports de plaisance, je l'avais dit, sur l'ensemble du Var et des Alpes-Maritimes, on arrive à quelque chose comme une trentaine. C'est considérable. Et est-ce que lorsqu'on fait un port de plaisance, est-ce que lorsqu'on faisait un port de plaisance, est-ce que tous ont été créés en tenant compte des écosystèmes marins hein? Grande question. Alors voyez-vous, à chaque fois, quelle que soit la pratique, quelle que soit l'économie, on voit bien donc concentration géographique, problème de territoire et problème de durabilité. Et nous allons donc maintenant entrer encore plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire, c'est bien gentil de voir tout ça, de poser les fondements, de rappeler des vérités premières. Maintenant, il faut se poser la question, comment on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire et où en sommes-nous sur le plan du durable. Donc, grande question maintenant, c'est quels impacts, quelles limites et quelles politiques. On va vous dire, en proposant ça, il me semble que nous sommes très ambitieux. Ce n'est pas très simple. D'ailleurs, vous remarquerez là-dessus que j'ai mis quelques photos. Alors, celle que vous voyez en haut à gauche, c'est donc en Tunisie. Nous sommes en fait juste, vous savez, pas trop loin de Carthage. Hein, et c'est ce fameux café là, dont parlait dans ses chansons Patrick Bruel. Vous savez, ce fameux café dont il parle, parce qu'il était originaire de ce coin-là, il se souvient bien. Donc on voit bien. Et là, j'ai pris cette photo lors de mes missions. Il n'y a personne. Il n'y a plus grand monde. Et pourquoi? Ben, parce que, évidemment, les derniers problèmes de terrorisme au cours des 10 dernières années ont évidemment eu un impact négatif. Et c'est vrai que dès qu'il y a un attentat quelque part, ça c'est classique, ou par exemple, lorsqu'il y a une épidémie, tiens, comme en ce moment, n'est-ce pas? Eh bien, les gens s'en vont tout de suite. Alors là, c'est la fuite généralisée. Ça ne veut pas dire que le tourisme va s'arrêter. Car en effet, dès le moment où, je dirais, la sécurité revient, on estime que la sécurité revient, dès le moment où la sécurité revient, les gens reviennent aussi. On l'a vu par exemple avec le SRAS avant le coronavirus, hein, c'était exactement pareil. Mais l'impact, c'est pas seulement économique, c'est l'impact, vous le voyez, des déchets. Hein. D'ailleurs, on parle de formation des gens qui sont dans le tourisme. Je me demande si on ne devrait pas faire la formation, l'éducation des touristes d'abord. Dans la mesure où vous voyez ici, il y a des bouteilles, des déchets qui sont laissés. Je disais qu'il y a une association là, ici locale dont le siège est à Saint-Jean-Pierrat, c'est SOS Grand Bleu, qui organise des campagnes pour enlever les déchets dans la mer, les déchets sur les plages, et qui organise aussi de l'information auprès des écoles, auprès du grand public. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations, il n'y a pas qu'ici, il y en a partout dans le monde d'ailleurs, beaucoup d'associations qui se sont mobilisées pour non seulement tirer la sonnette d'alarme, mais pour essayer de faire quelque chose. Hein, puisqu'à quelques mètres seulement de la plage, quand on pense qu'il suffit de faire 30 mètres dans la mer pour qu'on trouve aussitôt dans ces 30 mètres un tas de déchets. Alors certains nous disent, des touristes disent, oui d'accord, mais on ne nous a pas toujours mis des poubelles, tout ce qu'il faut. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour les laisser non plus. Enfin, vous voyez tout ce que ça pose comme problème. Donc, il y en a d'autres qui sont certainement plus graves que nous allons voir. Et puis, vous remarquez qu'à Nice, par exemple, on a fait aujourd'hui une politique de reconquête du centre touristique, hein, voilà, place Masséna. On voit très bien qu'aujourd'hui, on facilite surtout la piétonisation, hein, voilà. Et cette piétonisation, c'est bien hein, d'avoir un tram, c'est pas une discussion, je dirais, à mettre en cause, mais cette piétonisation, elle a aussi ses limites. Si on prend par exemple certains jours dans les zones piétonnes et autres, on a un monde de fou. Et là, je reviens à cette gestion des flux, même des flux, je dirais, piétonniers,
parce que la capacité de charge territoriale existe partout, hein, elle existe partout. Il faut aussi gérer la consommation de ces gens-là. Et je pense à Venise, où je vous l'ai dit, je travaillais pas mal, je continue d'ailleurs à y aller, à Venise, où on s'est trouvé avec peut-être pas de voiture, etc., mais il y a tellement de monde que euh, dans certains accès de Venise que ça devient infernal, quoi. Donc il y a toujours ce problème, je le répète, de la limitation de la capacité de charge territoriale et de la gestion du flux. Voilà. Alors la Côte d'Azur, c'est aussi la mer et la terre. On pourrait dire, mais ça me pose avantage, hein, puisqu'on a finalement à 1 heure de la mer, on peut aller en montagne, profiter de la montagne avant de la neige. Je ferai une remarque à ce sujet. On nous parle beaucoup aujourd'hui du changement climatique. C'est vrai que c'est très variable l'enneigement, hein, depuis quelques années. Mais le Mercantour a un petit avantage, me semble-t-il. Quand on fait des comparaisons avec d'autres massifs, on s'aperçoit que le Mercantour, comme il est quand même, c'est une sorte de barrière dont le Gélas, c'est le sommet numéro 1, quoi, à plus de 2900 mètres. Donc, ce Gélas et ce Mercantour, c'est une barrière. Et cette barrière, elle reçoit souvent des coups de neige. Alors, ce qui fait que Isola 2000 a cette particularité, c'est que quelquefois, alors qu'on manque un peu de neige à certaines stations alpines, Isola 2000 a la chance d'avoir un enneigement plus permanent. Bien entendu, nous verrons que c'est pas si simple puisque le problème du ski, c'est bien le problème de l'enneigement de l'élan. Voici donc une première présentation de quelques impacts, des limites qu'on pourrait évoquer et nous allons rentrer un peu plus dans le détail. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux, ben, je les rappelle. Les enjeux du durable, c'est quoi? Les paysages, l'eau, le sol, la faune, l'agriculture. Attention, je laisse de côté pour l'instant, je parle assez vu, hein, l'économie sociale des emplois. On a vu. De toute façon, l'économie sociale des emplois, ça va dépendre des marchés touristiques. Ça dépend si on a des touristes, si on n'en a plus. Là, ici, si j'ai mis ça comme titre d'enjeu, c'est parce que je rappelle que le fil rouge, c'est le territoire. Et que pas d'eau, pas de tourisme, comme pas de transport, pas de tourisme. Et le territoire, alors là, le territoire, c'est la matière première. Et cette matière première, attention, si on n'y fait pas attention, cette matière première, c'est terminé le tourisme. Il y a déjà des cas où certaines côtes ou certaines plages sont abîmées. Il y a des cas de déforestation, il y a des cas de trop forte pression. Il y a des cas aussi où les paysages, malheureusement, je le vois sur la Côte d'Azur depuis de longues années. Et si on reprenait des photos, je vais vous montrer tout à l'heure, de ce que c'était avant, quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, ça pose quelques petites réflexions. Alors voyez-vous, les enjeux prioritaires, ce sont ceux-là, hein. Donc des enjeux qui sont d'abord liés aux écosystèmes. Évidemment, les associations écologistes, je dis pas écologiques, mais écologistes, disent, voyez, la priorité c'est ça, il faut arrêter. Alors, problème, il faut arrêter le tourisme, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, ce n'est pas des questions simples, hein. Je répète, avant de dire il faut arrêter, il n'y a pas de réponse sans calcul. Je tiens à le rappeler. Et le calcul, pour le territoire, c'est évidemment la géologie, la géomorphologie, les types d'érosion et tout ça. Et je dirais une chose très simple, m'est arrivé un jour d'être sollicité, c'est dans le nord de la France, par des associations d'écologistes qui disaient voilà, il y a un projet sur le littoral du Var, il n'est pas bon du tout, ça va tout casser, c'est pas bon. La réponse était donnez-moi le dossier, je vous réponds. Je ne peux pas répondre sur quelque chose où je ne sais pas ce qui se passe. Alors, tout ça pour dire que ces types d'enjeux, c'est trop sérieux pour qu'on en parle comme ça. Tout est noir, tout est blanc. De toute façon, la planète, c'est ce qu'elle est. Donc, il faut faire avec. Eh bien, il faut faire avec, ça veut dire aussi de la maîtriser et de nous maîtriser. Alors, entrons un peu plus en avant sur les réalités. Alors là, j'ai oublié de traduire. C'est en italien, mais bon, je le répète. Voilà, ça veut dire ici une très haute capacité de charge et donc des modifications de courant marin à Rimini. Rimini, vous voyez, c'est sur l'Adriatique, donc bien au sud, à peu près à 100 km, chose comme ça,
au sud de Venise. Et Rimini, voilà, c'est une photo que j'avais réalisée il y a plusieurs années, parce qu'à la fin des années 80, vous vous rendez compte, on nous avait appelé, là, toute une équipe, je dirais, universitaires d'experts internationaux, voilà, des Italiens, des Français, des Allemands, des Autrichiens. On dit, voilà, venez voir un peu Rimini, comment ça se passe. On nous a dit, vous voyez cette photo, elle est remarquable, pourquoi? Parce que, regardez comme c'est bien aligné, incroyable, hein, le littoral de Rimini, c'est des kilomètres et kilomètres de sable, parfait, d'accord. Et puis alors, c'est aligné incroyable, il y a trois lignes, si vous voulez. D'abord, les 15-20 mètres près de la mer, il n'y a rien. Il n'y a que des gens, voilà, des baigneurs, des gens sur la plage. Deuxième rangée au milieu, alors là, c'est tous les transats, vous savez, les tentes, les transats, etc. Bon, tout aligné, tout aligné. Et puis derrière, alors, on voit des cabines, c'est l'alignement de cabines. Et ces alignements de cabines, c'est tout simplement que, vous voyez, ces alignements de cabines, qu'est-ce que c'est? C'est des hôtels. Alors les hôtels, voilà, ils sont les premières lignes d'hôtels, deuxième ligne peut-être d'hôtels, du BNB plus loin. Et la grande partie de Rimini ancien, le vieux Rimini, est un lieu de visite. Il y a quelques aspects culturels, c'est tout. Mais quand on est arrivé, pourquoi on nous a appelés? Parce que regardez bien la mer, là. Vous voyez ce qui se passe là? Il a fallu mettre une digue parce que tout ça, quand on a créé ces digues-là, ça a détourné les courants marins. Donc ça provoque une petite érosion là, de la plage de sable, gros problème. Et oui, parce que il y a seulement 20 ou 30 ans, toutes les créations touristiques, à part exception, je ne sais pas, on construisait d'abord. Voilà. Il faut accueillir les touristes, on construit d'abord, on ne cherche pas à comprendre s'il y en a beaucoup, pas beaucoup. La seule chose qui était positive à Rimini, c'est ces alignements. Ça paraît étrange, hein, parce que quand on cherche ailleurs, il n'y a pas tellement des exemples comme ça. Et alors on s'est renseigné, mais comment ça se fait de s'aligner comme ça? Vous expliquer que même sans avoir eu recours à des scientifiques à l'époque, ça remonte au début des années 50, comme les trois quarts des hôtels, les trois quarts des commerçants, ils ont formé des coopératives. Ce sont des coopératives, ouais, coopératives commerciales. Okay. Et le territoire, donc, est géré à la fois, évidemment, par le pouvoir public, la mairie, mais aussi par les coopératives. Et ensemble, ils se sont dit, si on veut accueillir les centaines de milliers de touristes qui viennent chaque année, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Alors, ils ont eu la bonne idée d'aménager la plage sous ces trois formes, en disant, bon, là, c'est libre, hein, voilà, c'est libre, d'accord. Là, on va donc rassembler tout le monde d'une façon très rationnelle. Vous voyez qu'on est arrivé au maximum. Hein. J'ai fait le calcul, là. Si on prend tout ça, on est presque au maximum de ce que j'ai appelé l'échelle de capacité territoriale, dont j'avais évoqué pour les sports, hein, pour le balnéaire, pour le ski. Là, on n'est pas loin des 250 personnes à l'hectare. On ne peut pas faire mieux. Quoi. Imaginez une seconde. Hein. Si tout le monde se précipitait à la mer, vous voyez un peu ce que ça donne? On s'en sort plus, là. Hein. Si tout le monde va se baigner en même temps. Donc, fort heureusement, il faut savoir que sur les plages, en moyenne, il n'y a jamais plus de 10% des gens qui sont dans l'eau. Pourquoi à Rimini? C'est bizarre. Il faut aller très loin pour trouver un immeuble très important. Vous voyez que tout est bas, c'est pas très haut, les hôtels. Eh bien, justement, c'est parce qu'à l'origine, c'était plus ou moins lagunaire. On ne peut pas faire des fondations très, très fortes, à l'époque surtout. Et alors, on a décidé que les autorisations de bâtir, ça ne faisait que sur 4-5 étages maxi. J'ai dit à Rimini, c'est intéressant, parce qu'on est à faire finalement à des gens qui ont du bon sens, voilà, hein, qui ont fait, comment dirais-je, qui ont organisé leur territoire dans le meilleur des cas. Mais ouais, le problème, c'est l'érosion des plages. Et puis, il y avait autre chose quand on a été là, c'est qu'on nous disait, vous comprenez, les gens restent tout le temps sur la plage, qu'est-ce qu'on fait? Et avec notre équipe, on avait dit, ben, écoutez, il faut, bon, donc de toute façon, ce qui limite la population touristique, c'est simple, hein, dans tous les cas de figure, hein, ce qui limite, c'est l'hébergement. Hein. S'il n'y a pas d'hébergement, terminé. Donc l'hébergement, c'est vraiment un moyen de limiter la casse. Et là, on leur a dit, il faudrait quand même développer la vie nocturne, tout simplement parce que à chaque époque du tourisme, les sociétés changent, les habitudes changent. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de loisirs généralisés, le jour, la nuit, les images, le son. Alors, c'est pour dire que dans le tourisme, ce sont des réalités. Quand même. Je l'ai dit dès le départ, le tourisme est extraordinaire. On rêve, d'accord, on va aller à Rimini, je sais pas, on va aller voir l'Égypte, et puis après, ce rêve, il n'existe pas tant qu'il n'est pas pratique.
tant qu'il n'est pas sur le lieu. Je répète inlassablement. Encore faut-il que les responsables, nous allons parler, les responsables, soient conscients aujourd'hui, en 2020, qu'on ne peut plus faire du tourisme n'importe comment. Parce qu'on ne peut pas passer impunément. Vous vous rendez compte, en 1950, il n'y avait pas 50 millions de personnes qui allaient faire du tourisme à l'étranger. Et nous sommes à 1,4 milliard. Donc, on ne peut pas travailler comme autrefois. C'est impensable. Quoi. Bon, le cas de Rimini est un cas emblématique. Alors, regardez un peu ce à quoi on aboutit. Je prends le cas du ski, sport d'hiver. Vous voyez que ces derniers temps, problème. On se dit, mais mince alors, comment on fait quand il n'y a pas de neige? Alors on dit, ben voilà, on va faire de la neige artificielle. Alors aujourd'hui, on peut artificielle. Moi, j'ai mis artificielle. Hein. Je vais dire pourquoi. Parce que ces photos elles datent déjà quelques années. Et à l'époque, j'ai eu le plaisir d'être invité à l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, qui est une station déjà assez élevée, troisième génération, on va dire, dans les Alpes françaises. Et nous étions là pour parler de ces problèmes de neige dite de culture aujourd'hui, avec des sociétés. Et puis j'étais là, pourquoi? Parce que figurez-vous, j'étais avec Evelyne Delia, toutes les copines de la télévision, toutes celles qui font la météo. Alors moi, j'étais le scientifique. Donc, le problème de ces canons à neige, c'est que derrière, comme vous pouvez le voir, hein, il faut des retenues d'eau. Et oui, il faut des retenues d'eau. Comment on fait sinon? Hein, on ne peut pas. Donc, il faut des retenues d'eau. Et ces retenues d'eau, ça veut dire qu'il faut creuser. Ça provoque évidemment une dégradation quand même du sol, et en tout cas de la géomorphologie. Et puis ensuite, il faut répartir la neige de culture partout, comme vous pouvez le voir en dessous, hein, avec des relais. Hein, il y a des canons de neige, j'en mets un peu partout, puis on balance ça sur les pistes. Et cet hiver, c'était significatif. Hein. Qu'est-ce qu'on en a utilisé hein, cet hiver? Il n'y a pas assez de neige partout, alors on essaie de faire ça. Problème, c'est qu'on ne peut le faire que s'il y a une température qui soit comprise entre -2, 0, quelque chose comme ça, autour de 0. Et puis bon, c'est bien gentil, mais on ne peut pas faire que ça. Quoi. Donc, beaucoup d'inconvénients là aussi. Par contre, il n'y a pas que les canons à neige. Regardez l'autre photo là, que je vais vous présenter, vous allez voir celle-là. Voilà. Regardez, là nous sommes à voilà, extraordinaire. Quand même. Deux choses qui nous étonnent. Hein. D'un côté, sur la partie droite, on voit des gens qui font de l'éco-moto-running, comme disent les Canadiens et les Américains. Et là, c'est au Canada. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent des scooters, une espèce de scooter, voilà, d'engin, gros scooter de neige, et ils vont se promener. Ils vont se promener. C'est très à la mode au Québec, dans la partie nord, partie nord, un petit peu au nord du Québec, et il n'y a pas qu'au Québec, même aux États-Unis. Et ces engins, on peut les louer pour la journée, quoi. Et seulement, voilà le problème de ces engins, je veux dire. Je me suis renseigné de près. Ces engins-là permettent de faire, par exemple, un grand circuit, parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un circuit libre. On ne part pas à l'engin puis on se balade n'importe où. Ce sont vraiment des circuits importants. Hein. On peut faire 150 km de circuit dans la nature, du moins dans un endroit qui est délimité. Et la consommation dans une journée de ces engins, elle peut être de l'ordre de 80 litres d'essence. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire. Hein. Alors oui, mais c'est bien parce que on peut atteindre 100 km/h, voire plus. Il y en a qui vont encore plus vite. Alors, attendez, ça s'est développé il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, inutile de vous dire qu'il y a des gens qui commencent à trouver ça saumâtre, hein, en disant c'est bien gentil, mais d'une part, ça utilise des énergies fossiles. D'autre part, ça abîme les circuits, c'est la vérité. Il y a des endroits où, à force de faire passer toujours ces engins-là, ça n'arrange rien du tout. Alors du coup, le contrepoids, c'est ce que vous voyez de l'autre côté. Le contrepoids, c'est un igloo. Alors, igloo, là, un igloo, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, c'est en Finlande, par exemple, en Norvège, on fait des accueils limités, évidemment, de touristes. Les gens peuvent passer la nuit dans des igloos. Pour ces igloos, évidemment, on a des équipements pour dormir, mais ces igloos ont l'avantage que la température y est plus élevée qu'à l'extérieur. Hein, bon, et c'est bon aussi pour des gens qui veulent faire de la découverte.
de la découverte, évidemment, touristique, et qui ne se contentent pas de faire de l'écomotorunning, par exemple. On est là à l'opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une minorité, certes, de touristes. Alors, touristes, le mot touriste, là aussi, je m'arrête un peu. Qu'est-ce que c'est touriste? D'où vient ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, touriste, hein? Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, aujourd'hui, je peux vous dire que parler d'un touriste, ça devient un peu négatif, hein, c'est un peu de critique. Et il y a des touristes, d'ailleurs, qui disent, moi, je ne suis pas touriste, je ne suis pas un touriste comme ça, lambda, qui arrive là. Bon, ce mot touriste, je le rappelle, et c'est peut-être intéressant si j'avais des étudiants ou des gens ne le savent pas, c'est de rappeler que c'est un terme qui n'a pas été inventé par les Anglais, contrairement à ce qu'on croit, c'est un terme qui a été utilisé par Stendhal, entre autres, pas seulement lui, il y a quelqu'un avant lui qui l'avait déjà fait. Et ça voulait dire quelqu'un qui fait le tour, c'est-à-dire un voyageur, quoi. C'est un voyageur qui fait le tour, qui fait un tour, voilà, qui voyage. Et si on regarde les mémoires d'un touriste de Stendhal, c'est très amusant. Moi, je m'amuse de temps en temps à relire quelques pages. Lui, il ne parle que de ce qu'il voit, de ce qu'il sent, de ce qu'il mange. C'est vraiment, il est très terre à terre, hein. C'est extraordinaire. Et il n'a pas d'état d'âme de ce côté-là. Et alors, du coup, le terme de tour a été réutilisé ensuite parce qu'il parlait du tour, il dit, je fais un tour, hein, et puis il a parlé des mémoires d'un touriste. Il voulait dire c'est un néologisme, celui qui voyage et qui voit. Et ça a été repris, vous savez, pour le grand tour, ce qu'on appelle le grand tour, qui est en fait le circuit initiatique, culturel, des gens bien nés, des gens culturels qui allaient revoir le Colisée dans l'état où il était, le Parthénon dans l'état où il était, etc. Et qui en même temps faisaient des lectures. Aujourd'hui, je ne sais pas si tous les touristes qui sont au Colisée, on a fait quelques sondages, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent toute cette histoire. Tout ça pour dire que aujourd'hui, quand même, nous avons des gens qui nous disent non, non, mais moi, je veux respecter la nature, je veux participer, on ne peut plus faire du tourisme comme ça, commercial, strictement de la consommation de territoire, de la consommation de culture. On veut faire autre chose. Donc, pour vous montrer aussi que l'essentiel reste finalement, quoi qu'on pense, le territoire, je vais y revenir, je vais un peu annoncer, nous y voilà. Alors, dans ce cas, j'ai repris Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche-sur-Mer. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent, évidemment. Bon, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai les deux photos, il y a une photo en haut qui vous montre, sur la partie gauche en tout cas pour moi, qui vous montre ce qu'était, tenez-vous bien, hein, en 1880, regardez bien, ce qu'était Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, et on devine à peine Villefranche, la rade de Villefranche. Vous vous rendez compte, 1880, il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi. Hein, regarde, vous cherchez, ouais. Alors on voit quand même, hein, c'est à Saint-Jean-Cap-Ferrat qu'on voit un peu le vieux village, quelques maisons, voilà, le vieux village, hein, ok. Puis là aussi, on devine quelque chose, là, sur la rade de Villefranche. Beaulieu, pratiquement rien, c'est incroyable. On est compte? Là, on est sur les hauteurs de Beaulieu, hein, là, nous sommes à peu près, là, la photo est prise en gros, peut-être de la Grande Corniche, et voilà, il n'y a rien, quoi. C'est incroyable. Et après, on passe à 2017. Alors, 2017, imaginez 2017, incroyable. Déjà 2017, alors tout est construit, quoi. Et puis Beaulieu, il n'y avait rien. Hein, je reprends, c'est là, vous voyez, en gros, là, sur le littoral de Beaulieu, Beaulieu-sur-Mer. Et voilà, Beaulieu apparaît, construction très concentrée d'ailleurs. Hein. Pour Villefranche, on voit bien qu'il faudrait aller à l'intérieur, mais je ne l'ai pas, pour retrouver vraiment Villefranche. Puis Villefranche s'accroche beaucoup plus sur les collines d'ailleurs que Beaulieu. Beaulieu s'arrête avant. Et puis Saint-Jean-Cap-Ferrat aussi, hein, la différence, ça a changé. Hein. Il y a même un port de plaisance hein, qui apparaît. Ah tiens, il n'y était pas avant. Donc nous avons effectivement un changement assez radical quand même. Et dessous, voici le port de plaisance de Saint-Jean-Cap-Ferrat. On voit donc les constructions plus récentes. Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui est important, hein. C'est un des ports de plaisance importants. Et évidemment, 8 sur 10 de ces bateaux, il n'y a pas de très grosses unités à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il faut aller ailleurs. Hein. Et donc, ces unités-là, les 3/4 du temps, c'est des parkings. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas tellement, hein, on ne bouge pas tellement les jours de mauvais temps et les jours d'hiver. Et ces photos nous amènent à dire que, eh bien, il s'est passé quelque chose d'incroyable, quoi.
Avant le tourisme, rien. Le tourisme aristocratique, là, on ne le voit pas, bien sûr. En 1880, où est-ce qu'ils étaient, les villégiateurs? Ils étaient à Nice, ils étaient sur le bord de mer à Nice, d'où le nom, d'ailleurs, on a des Anglais, ça dit au passage. Et puis, ils étaient sur la Croisette. Bon, ils se bornaient, à cette époque-là, on ne se baignait pas tellement, hein, 1880. Se bornaient à passer l'hiver dans des conditions meilleures que dans l'Europe du Nord. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire de tous ces gens-là? Nous allons voir tout à l'heure quelles ont été les politiques qui ont été menées. Alors, tout ça nous démontre que le territoire est bien la matière première. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est durable de continuer à construire? Voilà. Oui, problème. Est-ce que c'est durable de continuer à construire? Est-ce que c'est durable de continuer à avoir des ports de plaisance qui sont saturés et d'en créer de nouveaux surtout? Voilà les questions qu'on peut se poser très largement. Et je dois dire que ce sont des questions de grande actualité. Or, quand on discute, je ne dis pas que tout le monde est à côté de la plaque, mais quand on discute avec les uns les autres, on voit bien qu'il n'y a pas une vision tout à fait globale. Je m'explique. Évidemment, les hôteliers, eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à avoir une activité, ça se comprend. Les industriels ou les vendeurs de bateaux, eux aussi, ce qu'ils veulent, c'est continuer à avoir une activité. Nous avons des commerces aussi locaux qui disent, bon, nous, le tourisme, c'est important pour notre chiffre d'affaires. Alors, il y a tout ça, quoi. Et quand on commence à dire, oui, mais attendez, ne croyez pas que peut-être il faut aujourd'hui arriver à une certaine limite. Est-ce qu'il faut continuer à construire derrière alors que finalement on voit bien que les plages ne peuvent pas résister à un grand nombre, hein? Il y a toutes ces questions. De la même façon, vous voyez qu'il y a un navire de croisière là, qui se trouve dans la rade de Villefranche. D'ailleurs, on peut remarquer hein, que, parenthèse, les grands navires de croisière, ils ne vont pas à Nice, hein, parce que le port de Nice n'est pas capable d'accueillir les très gros. Et c'est pour ça que Nice, c'est une très bonne idée de, comment dirais-je, d'occuper la rade de Villefranche, qui seule avec son tirant d'eau, avec ses capacités, peut en accueillir, d'ailleurs jusqu'à un certain point. Hein. Aujourd'hui, on est quand même à 700 000, 800 000 passagers. Donc, que faire, quoi, hein? Et ces gros navires, d'ailleurs, quand on parle de la croisière maritime à Nice, dans les statistiques officielles, on parle de Nice. Et voilà, c'est Nice. On oublie de dire que Nice, c'est d'abord Villefranche. Hein, voilà. Du coup, tout ça pour dire que, évidemment, il y a une limite. Et puis, si j'ai mis commune de Villefranche-sur-Mer en 1790, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la commune de Beaulieu-sur-Mer n'existe pas. La commune de Cap-Ferrat n'existe pas. C'est une seule commune. La commune de Villefranche-sur-Mer, c'est les trois. C'est tout ça, la commune. Hein, vous voyez? Alors que la commune de Beaulieu-sur-Mer a été créée vers la fin du XIXe siècle à l'initiative d'un Anglais, du passage, qui a voulu se séparer. Hein. Villefranche a fait la même chose par rapport à Nice. Alors, c'est étrange. Comment ça se fait que c'est incroyable, quoi. Quand on est une seule commune, tout d'un coup, on en a trois. Pour une raison historique. Le comté de Nice, qui a subsisté jusqu'à la Révolution française, ensuite qui a été occupé par les Français, qui ensuite a été de nouveau, je dirais, libéré entre guillemets par le Congrès de Vienne, qui a été mis sur la tutelle du royaume de Piemonte-Sardaigne, etc., etc. Or, la chose tout à fait particulière, c'est que lorsque la Révolution française a créé toutes les nouvelles communes françaises, n'a pas tout de suite créé les communes de Saint-Jean, Beaulieu, etc., a laissé la commune de Villefranche-sur-Mer. Pourquoi? Parce que la commune de Villefranche-sur-Mer à l'époque, comme toutes les communes italiennes, anglaises, etc., féodales, c'était de très grandes communes. Très, très grandes communes. Je rappelle qu'aujourd'hui, le nombre de communes en France, c'est le nombre de communes cumulées entre l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. C'est un temps de fou. 36 000 communes. Donc, c'est une raison historique. Et avec le tourisme, c'est ça qui est remarquable, avec le tourisme, petit à petit, ben, les gens du coin, là, ils ont dit ceux de Saint-Jean-Cap-Ferrat, nous, on va être indépendants, voilà, plus de Villefranche. Et puis, ceux qui commençaient à s'installer, les Anglais notamment, à Beaulieu-sur-Mer, en voulant faire une résidence anglaise. Alors, ils ont réussi à obtenir de l'État français la création de ces deux communes. Et l'État français a dit oui, pourquoi? Parce que ça correspondait justement à la taille, si j'ose dire, des communes françaises. Même si Beaulieu est une des plus petites communes de France. Voilà pourquoi. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'était un développement touristique incroyable. Alors, ce développement touristique, aujourd'hui, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas à la limite? Alors, voyons.
On va continuer. Voyons, au fait, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui une politique touristique? Qu'est-ce que c'est? Là, il y a beaucoup de choses. Hein. D'abord, je fais remarquer que les touristes, les jeunes, ils veulent aller, eux, dans des endroits naturels, connaître la nature. Je dirais que tout le monde veut connaître la nature. Hein. Et la nature, c'est quoi? Ben, c'est d'abord Natura 2000. Natura 2000, je vous le rappelle, est une mesure qui a été prise il y a déjà une vingtaine d'années pour dire qu'il fallait protéger des espaces naturels. Et Natura 2000 a donc pour objectif, c'est international d'ailleurs, de dire voilà, je prends actuellement, je ne sais pas, Saint-Jean-Cap-Ferrat, par exemple, et je dis la péninsule, le cap de Saint-Jean-Cap-Ferrat ou tel endroit, ça doit être Natura 2000. Sur la carte que vous voyez, c'est tous les espaces, vous voyez en rouge là, qui sont Natura 2000. Voilà, on voit toutes ces. On voit ça donc surtout le littoral près de Toulon, près de Saint-Raphaël, les péninsules comme la péninsule du Cap-Martin, la péninsule de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et Natura 2000, ça englobe aussi l'eau marine. Vous voyez, il y a une limite marine, vous la voyez là-dessus, il y a des traits, hein, je fais des traits, qui montrent que voilà, c'est donc une protection écologique très importante. En Natura 2000, bien entendu, ça ne peut pas être des grands espaces. La priorité, c'est des espaces limités où les écosystèmes sont fragiles et que si jamais on laissait faire, ça serait fini. Je vais prendre un exemple. Quand on a fait Marina des Baies des Anges, entre Antibes et Cannes-sur-Mer, à l'époque, vous savez, on fait ça comme ça. Quoi. Il n'y avait pas de Natura 2000, il n'y avait rien du tout. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, même si Marina des Anges a été mieux qu'une lagune qui ne servait à rien, mais je ne suis pas sûr qu'on devrait laisser faire sans ça. Alors du coup, il y a Natura 2000, très bien. Et puis, je dois dire aussi autre chose, c'est que dans ces sites, vous voyez apparaître des animaux, là. On voit bien que Natura 2000, c'est non seulement l'écosystème pris dans les paysages, les plages, la géomorphologie marine, etc. C'est aussi tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire les espèces marines ou alors les espèces animales proches. Par exemple, sur la presqu'île sur la péninsule de Gien, là, vous savez, près d'Hyères, c'est aussi, d'abord ça a été Natura 2000, mais on est allé plus loin parce que à Gien, je n'ai pas mis la photo ici, mais à Gien, près de Hyères, c'est quelques hectares, c'est vraiment tout petit. Et comme c'était très fragile, il y avait des espèces, mini-espèces, donc à la fois lagunaires, terrestres et marines. Là, les Français, on a créé encore autre chose, c'est-à-dire une échelle géographique encore plus petite, qu'on a appelée les ZNIEF, des zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique. Les ZNIEF, c'est la plus petite échelle de défense de l'écosystème. Pour tout cela, pour dire que la Côte d'Azur, c'est pas que la Côte d'Azur, hein, vous voyez, il y a par exemple, il y a évidemment la Côte d'Azur plus le rivage provençal, le marseillais. Mais du coup, c'est un laboratoire, hein, cette Côte d'Azur, je l'ai dit, hein, laboratoire pour la croissance du tourisme, laboratoire pour l'explosion du tourisme de masse, avec tous les inconvénients que ça représente, et aujourd'hui peut-être un nouveau laboratoire pour le durable. Le cyclotourisme que vous pouvez remarquer là, ce cyclotourisme qui fait que on nous dit c'est plus naturel, c'est plus sympathique. Oui, je suis d'accord. C'est bon, voilà. Imaginez, là, sur la photo que j'ai, hein, vous avez 3 personnes tranquilles qui font un petit balade. D'accord. Mais si je mets 100 personnes à l'heure, 200 personnes à l'heure sur ce sentier, attention, c'est pas sûr du tout que ce soit très bon non plus. Ce qui veut dire que c'est toujours ça le problème aujourd'hui des activités, surtout ce que j'appelle les activités hard, hein, c'est-à-dire des activités techniques, des activités qui utilisent la matière première du territoire, le ski, le cyclotourisme, tout ce que vous voulez. Et non, là, il faudrait calculer, hein, parce que ce sentier-là, il faudrait en faire l'étude, jusqu'où il peut résister. Vous voyez tous ces problèmes que ça pose. On peut partir de très bons sentiments, mais ça peut se terminer très mal. Et donc, je défends là, du coup, une nouvelle formation, pas nouvelle, une formation qu'il faut développer partout, à mon avis, qui s'appelle l'ingénierie du tourisme. L'ingénierie du tourisme, c'est quelque chose, j'en reparlerai plus loin, qui reprend tout ce que nous avons vu depuis ce matin. Alors, voyez-vous, il y a tout ça. Alors, du coup, d'accord, Natura 2000 et autres. En France, il y a une particularité, je le rappelle ici, on n'a pas attendu Natura 2000 pour tout.
En France, en 1975, il faut rappeler qu'on a créé le Conservatoire du littoral et des zones lacustres. Au départ du Conservatoire du littoral, c'était d'abord la défense. On dit voilà, on part ici, là il ne faut plus construire, là on s'arrête. Et la défense, ça partait d'un principe qui disait désormais, quand il y a un endroit où l'on doit vendre une propriété littorale, le conservatoire a un droit de préemption. C'est-à-dire que lui, c'est la loi, c'est l'État. Si vous avez une propriété et que vous voulez la vendre, vous êtes malheureusement sur ce littoral qui est en gros sur les 150 mètres qui séparent la terre de la mer. Le conservatoire pour dire mais c'est moi qui prends, c'est moi qui ai le droit de préemption. Et on a fait ça souvent. D'ailleurs, actuellement, je pense à Carrie Lerouet, où on a mis des gens en quarantaine là, pour le coronavirus, et qui en fait, c'était des possessions du conservatoire du littoral. Bon, ce conservatoire du littoral a eu un petit avantage, c'est qu'il reprenait le sentier des douaniers créé par Napoléon Ier, au passage. Et Napoléon Ier avait imaginé, pour des raisons stratégiques et militaires, que pour défendre les côtes et surtout aussi pour s'en servir éventuellement pour attaquer l'Angleterre, eh bien, il fallait que ce passage-là littoral soit entièrement libre et puisse laisser passer les troupes, la police. Et voilà pourquoi quelque chose qui était géostratégique est devenu géostratégique touristique. C'est assez intéressant de voir quelquefois comment des idées différentes se rejoignent. Enfin, en tout cas, ça a au moins sauvé une partie du littoral. Bien que par la suite, on a construit évidemment. Je disais tout à l'heure que sur la région niçoise et sur la région de la Côte d'Azur, bah, évidemment, c'est pas toujours respecté puisqu'il y a des choses qui ont été créées bien avant. Mais aujourd'hui, on en arrive même à remettre en cause des concessions de plage, hein, à démolir même des concessions. Voilà donc, si vous voulez, déjà beaucoup de choses qui se font, à la fois sur Terre. Bon, j'ai pris évidemment des exemples ici puisque nous sommes dans cette région. Mais il faut savoir qu'il y a des pays qui le font. On le fait sur certaines côtes italiennes, on le fait sur certaines îles de la Grèce. On commence un peu à se poser des questions en Espagne, parce que l'Espagne a démarré le tourisme commercial très tôt, en 1959, et c'est pas du tout souci à l'époque de ce qui se passait. Malheureusement, il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas encore tenu compte de tout ce que nous sommes en train de vous raconter, comme c'est le cas du Vietnam, qui construit d'une façon qui peut, je dirais, débriefer sur les côtes du Nord-Vietnam, au sud de la Chine. Et voici donc aussi un exemple de ce qui se fait en mer, parce qu'on oublie que la mer, ça existe aussi. Alors la mer, 70% de la surface maritime, 70% de la planète, c'est surface maritime. C'est qu'aujourd'hui, l'avenir de l'humanité, c'est la mer et les océans. Et oui, nous sommes en plein dedans. Et Dieu sait qu'alors là, je ne dis pas les conflits d'intérêts qu'il va y avoir. Pour le tourisme, c'est pas le tourisme. Il y a eu des initiatives en Méditerranée pour dire, il y en a marre de ces bateaux, de tous ces yachts qui empêchent nos braves poissons de se balader comme ils veulent, et surtout les cétacés. Alors il y a un accord qui a été pris, d'ailleurs il y a déjà longtemps, puisque ça remonte à déjà 35 ou 40 ans, et des accords qui disaient, bien écoutez, il y a un endroit sensible, c'est la zone dite de Pélagos. Et c'est entre la Ligurie, la Toscane, principauté de Monaco, et oui, ça s'arrête à la presqu'île de Gien, dont je parlais tout à l'heure, la SNIEF. Ça s'arrête là. Et puis ça englobe complètement la Corse, c'est seulement une partie nord de la Sardaigne. C'est comme ça. L'idée, c'était de dire, sur en gros, je ne sais plus, 80 000 km², c'était pas mal, hein, on va défendre les cétacés. On va faire une réserve de cétacés, alors les dauphins, les baleines. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, depuis l'époque, on a fait des sondages, combien y a-t-il de baleines, de dauphins? Et c'est étrange, ils sont de plus en plus nombreux. Alors, question, est-ce que c'est parce qu'ils ont pu se multiplier? Oui, sûrement. Et je me demande s'il n'y a pas eu ce qu'on appelle en italien le passaparola. J'ai préféré de bouche à oreille, parce que les baleines et les dauphins, ils ont dû entendre, ils passent par le canal de Suez, vous voyez, puis ils viennent, ils se disent là, on n'est peut-être pas si mal, il y a des réserves de nourriture, alors nous avons des fonds très importants, c'est très intéressant, dont la géomorphologie marine est propice à ça. Et alors, du coup, c'est vrai que Pélagos, on voit bien que quand on a créé ça, ça a permis, effectivement, au moins de limiter la casse.
Alors pour les touristes, vous allez me dire, les touristes, qu'est-ce qu'ils font là-dedans là? C'est vrai, les touristes, ils n'allaient pas au-delà de 30-100 mètres, je l'ai dit tout à l'heure. Seulement, voilà, on a la navigation industrielle, très importante, parce qu'évidemment, il y a Gênes, plus loin, il y a Marseille. Il a fallu donc tracer des circuits pour les grands navires qui, pour les très gros, n'ont plus le droit de passer dans le détroit de Bonifacio entre la Sardaigne et la Corse pour éviter la casse. Vous voyez. Et du coup, alors, sur le plan touristique, bon, ça ne change pas trop, je dirais, le balnéaire local, mais ça entraînait aussi une limitation du yachting, et ça entraînait aussi une limitation de la visite, si j'ose dire, des cétacés et des baleines. Du coup, vous avez des associations ONG comme la SOS Étoile Bleue, ce n'est pas les seules, qui permettent de faire, d'aller voir un petit peu les baleines, d'aller rencontrer les dauphins pendant quelques heures, pas ça tout le temps. Hein. Et en gros, on ne doit pas dépasser 6000 marins par rapport à la côte. Vous voyez. On n'a pas le droit d'entrer dans le cœur de Pélagos. Pour tout cela, pour dire que cet accord qui s'appelle l'accord Ramoge, Saint-Raphaël, Monaco, Gênes, si vous voulez, bien, c'est un des exemples, ce n'est pas les seuls. Hein. On en trouve aujourd'hui, même en Amérique latine, il y a des gens qui commencent à faire ça sur les côtes du Mexique. Et il y a des pays, même comme Malte ou autres, qui se posent des questions là-dessus. Vous voyez par conséquent tout l'intérêt qu'il y a de dire attention, le tourisme, là, évidemment, a son mot à dire, mais là, le tourisme, je dirais, c'est plus du tourisme au sens strict, puisqu'on ne dort pas en mer, hein, c'est de la visite, expérientielle, comme on dit aujourd'hui, des expériences. Les navires de croisière peuvent effectivement traverser plus ou moins, ou passer au sud de la Sardaigne, ça dépend. Hein. Et ces grands navires de croisière, donc eux-mêmes, ont des circuits à suivre et il ne faut pas n'importe quoi là-dedans. Voyons un petit peu la suite. Et dans le tourisme, c'est pas seulement la mer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi d'autres choses. Nous sommes aujourd'hui, si j'ose dire, en 2020 quand même. Alors qu'est-ce qui se passe? Quels sont aussi d'autres effets, je peux dire, durables? Regarde, le truc est durable sur ces photos. C'est le carnaval de Nice. Ah, c'est un carnaval de Nice, c'est incroyable. Le carnaval de Nice, il a 110 ans en plus, exactement, au moins 110 ans. Le carnaval de Nice, c'est toujours là. Ah, pourquoi? Ben, est-ce que le carnaval de Nice, qui va bientôt d'ailleurs commencer, est-ce qu'il a des effets négatifs? On dit ben non, le carnaval de Nice, ça emploie des gens toute l'année. D'ailleurs, c'est remarquable, c'est presque toujours les mêmes familles, de père en fils, de famille en famille, en fait, qui font ça. Et puis le carnaval de Nice, ça fait du bien, l'économie, c'est tout ce qu'on veut. D'autant plus que maintenant, grâce à la piétonisation de certains axes, donc c'est peut-être encore mieux qu'avant, hein, si on peut dire. Ce qu'on a interdit, ce qui ne se fait plus, c'est qu'au départ, on avait des confettis de plâtre. Alors, le plâtre, vous imaginez, les gens dans le plâtre, le plâtre des voies, c'est bien compliqué à l'époque. Et le carnaval de Nice, en fait, c'est un carnaval qui, comment dirais-je, qui était plus récent que Viareggio, qui était connu en Italie, ou d'autres carnavals ailleurs d'ailleurs. Le carnaval de Nice, c'est une invention. C'est une invention. Parce qu'on ne faisait pas le carnaval de Nice sous la Révolution française, même au début du 19e siècle. Et là, j'arrive à ceci. Je parlais tout à l'heure un peu des politiques. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, en 2020, on fait venir des Chinois à l'aéroport. Ah, initiative formidable de la part des pouvoirs publics. Et le carnaval de Nice, c'est pareil. C'est une initiative locale, quoi. C'est des gens qui se dit, tiens, pour garder les gens, pour avoir un facteur attractif, je n'ai pas la Tour Eiffel, mais je crée le carnaval de Nice. Vous voyez? Et d'autre part, l'Italie qui est à côté, de plus en plus, si vous voulez, on s'aperçoit que quand je parlais de la Côte d'Azur, on s'aperçoit que de plus en plus, la problématique durable du tourisme, elle dépasse les frontières. Heureusement que l'Union européenne, du coup, il n'y a plus de frontières. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, les étrangers, quand ils parlent je parle de San Remo, de Nice, Monaco, ils parlent tous des Riviera. Ils parlent des Riviera. Des French Riviera, par exemple. Ils parlent des Riviera, quoi. Et c'est vrai que si on voulait avoir une politique touristique durable, il faudrait, même ici au niveau là, on fait bien des interrègles, d'après on est là, on fait bien des interrègles, mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas d'interrègles de stratégie touristique commune. Tout ça parce que je rappelle, le tourisme
beaucoup de gens ne le savent pas, ne fait pas partie des accords européens. Ça reste la souveraineté nationale de chaque nation. Et voilà pourquoi ça pose des problèmes. Mais bon, voilà. Alors ce tourisme, c'est aussi très intéressant parce que ça utilise aussi l'arrière-pays. L'arrière-pays, il y en a deux, vous voyez sur la photo là. Il y a le train à vapeur des Alpes-Maritimes qui part d'une gare qui se trouve à Nice, qu'on appelle la gare du Sud. Depuis quelques années, il y a un engouement pour ça. Alors, on repart avec un train à vapeur qui rappelle la fin du 19e siècle. Et c'est vrai que c'est une découverte, c'est de la visite touristique. Parce que très peu de gens vont dormir dans l'arrière-pays. Mais c'est une visite journalière, une excursion. Et cette excursion, elle est assez encadrée. À la fois encadrée par le nombre, puisque de toute façon, on voyez bien, on peut parvenir des milliers de billets. Encadrée aussi lorsqu'on fait visiter des villages. Donc, c'est une façon, je dirais, naturelle, je ne dirais pas seulement écologique, mais naturelle, d'exploiter les paysages et de respecter le territoire. Et puis, on a eu l'idée, comme vous le voyez, d'inventer le parc alpha. Qu'est-ce que c'est? On a mis donc un parc, on a mis des loups. Ces loups, vous voyez les touristes qui font des excursions, je répète, dans la journée, les touristes ils viennent les voir, ils les photographient. Il y a des éducateurs, quelquefois, qui viennent directement dans le parc apporter donc à manger à ces loups. Hein. Et ceux-là, évidemment, ils sont moins dangereux que les loups qui se baladent, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas dans le parc, hein, qui se promènent et qui vont directement sur le garde-manger des moutons ou des bergers. Et ça crée des frictions énormes. Et là, je voudrais montrer quelque chose. C'est que il y a des changements climatiques en cours. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe au plan climatique. Ici, j'ai fait un montage. J'ai pris la Baule, j'aurais pu prendre la plaine de Biot, hein, sur Antibes, ce serait pareil. Regardez, si jamais le niveau de la mer, voilà, de l'océan, montait d'un mètre, 1 mètre, il suffirait de plus d'un mètre pour que la plage disparaisse. La plage de la Baule, qui, je répète, a été bien avant le tourisme de masse avec le Touquet, grâce au chemin de fer, une des stations de villégiature pour la grande bourgeoisie et l'aristocratie internationale. 1 mètre suffirait. Il y a déjà des marais, bien sûr, les marais existent, mais 1 mètre suffirait. Ce qui veut dire que si je faisais la même chose pour la plaine entre Antibes et Marina Baie des Anges et autres, moi je peux vous dire que je me souviens, je ne suis pas le seul, quand j'avais une dizaine d'années, avant que je quitte la Côte d'Azur pour Paris, à l'époque, la plage faisait 15 mètres de plus. Et aujourd'hui, elle était réduite. Et si je prends la plage d'Aix, c'est pareil. Ce qui veut dire que, oui, la mer bouge toujours. Il y a toujours eu ce qu'on appelle chez nous, les géographes, des mouvements isostasiques, c'est-à-dire des équilibres permanents entre la mer et la terre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, gros problème de pollution, gros problème, le tourisme, quelle est sa part? C'est ça la question. Est-ce que le tourisme est, lui, le seul responsable de l'augmentation du niveau des mers? Il n'est pas le seul responsable, c'est évident. Mais il est vrai que si le tourisme participe à l'usage des matières fossiles pour les carburants, s'il participe à la pollution automobile, s'il participe à tout, quoi. Et là, sa petite part là-dedans, c'est évident. Il faudrait donc savoir où il faut le limiter, où est-ce que ça... Il y a plein d'études à faire, c'est assez compliqué. Et pour revenir à ce changement climatique dont on me parle tous les jours, on a vu hein, depuis les années 2000 qu'effectivement, on a un peu plus de tempêtes, il y a des variations de la neige, tout ça, ce sont des indices. Un des indicateurs, je trouve, qui est très intéressant, ce sont les glaciers. Je trouve que les glaciers, à toutes les époques, hein, je dis bien à toutes les époques géologiques, les glaciers, c'est un indicateur formidable. Pourquoi? Parce que les glaciers, voilà ce qu'ils font les glaciers. Hein. Les glaciers, si la température varie d'1 degré, en plus en moins, ils avancent et reculent. Alors ça, c'est formidable. Je dirais que les géographies alpines qui travaillent sur les glaciers depuis longtemps à Grenoble connaissent ça parfaitement. Mais la différence, c'est que ces dernières années, au cours des derniers demi-siècles, on avait un recul permanent. Non, la nouveauté, c'est la vitesse. Dans les histoires géologiques anciennes, même il y a 100 000 ans, 40 000 ans, ça n'est pas aussi vite. La grande nouveauté, et c'est pour ça que ça alarme beaucoup de monde, les écologistes en premier, c'est de dire attention, la différence, c'est qu'il y a toujours eu des mini-cycles, puisque la température depuis la fin du 19e siècle, c'est vrai que
elle avait tendance, malgré les oscillations plus ou moins froides, elle avait tendance à monter un petit peu. Il y a toujours des mini-cycles. Avant, au 18e jusqu'à la première moitié du 19e, on était plutôt dans un cycle plus froid. Il y a toujours des mini-cycles. Mais là, la nouveauté, c'est qu'on passe je dirais presque de cette croissance température qui était à peine arithmétique et qui devient de plus en plus exponentielle, si je puis dire. Donc, ça pose des problèmes, parce que si demain, on a des plages qui disparaissent, des littoraux qui disparaissent, vous imaginez le tourisme. Ah, alors là, on revient à Mondada. C'est bien le territoire, et en particulier l'eau potable, qui reste les éléments clés de la durabilité. Nous y sommes. Alors, du coup, quelle politique? Alors, je reprends un peu ce que vous pouvez retrouver partout. Vous pouvez vous en servir. Voyons un petit peu. Qui a commencé à dire, ah, attention, il faut faire une politique durable? C'était d'ailleurs pas seulement pour le tourisme. J'ai un signal, le tourisme, lui, c'est un des éléments du système. Bon, il y a Greenpeace. Ça, c'était les années 70. Puis on a créé le Conservatoire du littoral en France, qui d'ailleurs, c'est au passage, fait des émules parce qu'il y a des pays qui viennent chez nous pour dire, mais attendez, comment ça marche, on veut faire la même chose, comment on fait, etc. Et puis on a vu alors commencer à voir le sommet de la Terre à Rio 92. On avait d'ailleurs Chirac qui disait, la planète brûle. Ah oui? Bon. Et puis ensuite, on a Johannesburg, puis Kyoto, et puis la COP21, la COP25. Bon. On peut trouver tout ça partout. La question, c'est quels en sont les résultats pratiques? Donc c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, on ne peut pas dire que Natura 2000, bon, il y a quelques faits pratiques. Seulement, voilà, tout le monde n'est pas d'accord. Hein, parce qu'en face, on dit qu'il y a des intérêts autres, géopolitiques, économiques, sociaux. On met tout ça en branle. Et quand il s'agit du tourisme, c'est encore pire, puisque je l'ai dit, jusqu'à présent, quand on regarde les formations de tourisme à l'échelle internationale, on voit bien que qu'est-ce qu'on a comme master de tourisme, par exemple? C'est des masters commerciaux. Master de tourisme, c'est quoi? C'est l'hôtellerie, c'est la restauration. Mais y a-t-il des masters pour vraiment la défense des territoires et de la durabilité? Je pose la question. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est là que je défends l'idée que j'avais avancée précédemment, de l'ingénierie touristique. L'ingénierie touristique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment reprendre la formation de managers et de responsables publics, puisque n'oublions pas que les responsables publics, les maires, les responsables régionaux, les députés, les assemblées, ont une responsabilité directe, puisque c'est eux qui gèrent le territoire, qui sont propriétaires du territoire. Or, il faudrait que pour le tourisme, quand on parle de limites, parce que dès qu'on parle de limites, les gens, limite, non, c'est pas seulement de limites, c'est de durabilité. Donc, former des gens à l'ingénierie touristique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je prends la Côte d'Azur, on voudrait faire un jour, je sais pas, un mot complexe. Bien, l'ingénierie touristique, c'est une équipe qui est composée à la fois d'ingénieurs au sens strict, de géographes, de sociologues, donc une équipe transversale, qui va travailler sur des indicateurs, exactement comme lorsqu'on construit un immeuble. Et du coup, l'ingénierie touristique, c'est prendre à la fois les éléments hard, c'est-à-dire durs, l'eau par exemple, l'eau potable, et des éléments soft, c'est-à-dire la façon dont les gens se comportent, la façon dont on va protéger les patrimoines culturels, parce qu'il y a ça aussi. Il y a donc tout cela à faire. Et on défend cette idée-là, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans certaines localités, dans certaines zones du monde, on a appelé notre équipe, moi j'ai créé une petite équipe qui aujourd'hui n'existe plus, mais que j'ai baptisée Optimum Tourism Team. Pourquoi? Parce que nous disions durable, c'est un concept, optimum, c'est l'application. Et optimum, ça veut dire que chaque fois, quand on nous a appelé par exemple sur les plages à Rimini, on nous a appelé sur les plages de la Tunisie, on nous a appelé par exemple pour des stations thermales en Toscane ou ailleurs, chaque fois nous disions, voilà, nous allons donc utiliser ce problème avec une priorité permanente, c'était la durabilité du territoire. Vous voyez, la durabilité se pose pour le tourisme, très fort, mais pas seulement le tourisme, j'insiste là-dessus, parce que le tourisme, il a ceci de particulier, c'est que lui pose toutes les questions. Merci de votre suivi.